Bonsoir, je m'appelle Marie-Hélène Frenette-Assad et c'est un plaisir pour moi d'animer ce panel organisé par le Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais. Aujourd'hui, on veut parler d'économie circulaire et présenter des entrepreneurs et des organismes qui ont choisi ce modèle d'affaires. J'aurai le plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec Alexis Lavigne-McPhee, président de Flirt Kombucha, Charles Besnéard-Leduc, surintendant à la centrale thermique à Gatineau, Jonathan Lefebvre, président de Our Ride Canada, Pierre Lucier, directeur du Jour de la Terre Canada et du Fonds Éco-IGA, et finalement Jennifer Pina, conseillère en économie circulaire. Merci à vous 5 d'être avec nous ce soir. Ben, j'ai pas le choix. Jennifer, j'ai envie de commencer avec vous et de vous demander d'emblée, c'est quoi ça, l'économie circulaire? Faut faire bref, hein? Faut le faire bien, surtout, je dirais, allez-y. Économie circulaire, un mot tendance à la mode, oui, mais un mot qui s'oppose d'abord au modèle industriel linéaire. Alors, qui dit modèle industriel linéaire? Du extraire, transformer, distribuer, consommer, jeter. Dans ce modèle-là, qui est en œuvre depuis l'ère industrielle, on fait... Ce qu'on produit en bout de tuyau, c'est des déchets, en majorité, des poubelles, des sources de gaspillage. Et on fait fi du fait que les ressources en amont qu'on extrait pour alimenter ce modèle-là qui est linéaire, elles ne sont pas infinies, ni en quantité, ni en qualité, ni en disponibilité. Fait qu'on fait un peu comme si tout ça, c'était illimité. Ce que propose l'économie circulaire en disant que c'est nouveau, c'est plutôt une façon de revoir notre consommation, notre production à travers des boucles, des cascades de mise en valeur qui permettent, attention, de prolonger le cycle de vie des ressources à travers les produits en usage le plus longtemps possible, leurs composantes ou littéralement les matériaux dans le marché. Donc, il y a une forme de hiérarchie quand on considère ça. Tout ça, évidemment, en réduisant l'empreinte environnementale des organisations, des individus, et en faisant la promotion aussi du bien-être des individus. Parce qu'à la base, l'idée, c'est depuis 2015, donc on s'est rendu compte qu'il fallait, comme de façon assez urgente, limiter la production de déchets. Donc, dans l'économie circulaire, le déchet de quelqu'un est la ressource de quelqu'un d'autre, c'est ça? Déchet, ça n'existe pas. Ah! Donc, le déchet, c'est un mot sans doute inventé par Homo déchetus. Quand on s'inspire des cycles naturels, pour ceux qui ont fait de la chimie à main levée, bon, d'accord. Beaucoup de gens dans la salle ont fait de leur science. Cycle de l'eau, cycle du carbone, cycle de l'azote. Il y a comme quelque chose de bien fait qui fait que les éléments vont changer de spéciation, mais ils vont toujours rester dans le système. Puis, il y a des organismes qui, à travers ce cycle-là, vont s'en alimenter. Puis nous, en écologie industrielle, économie circulaire, on a ce désir fou-là de dire on va faire la même chose, mais à travers des systèmes industriels et de consommation. Et on y arrive. Bien, justement, je le disais tantôt, on a avec nous des représentants d'entreprises et d'organismes qui sont des modèles, donc dans l'économie circulaire. Je vais faire un espèce de petit tour de table pour que vous puissiez vous présenter et nous présenter ce que vous faites exactement. J'ai envie de commencer avec Alexis Lavigne-McPhee, de nous parler de Flirt Kombucha. Donc, j'ai pas le droit de dire déchets, mais vous prenez les légumes invendus des IGA. Bon, je vous écoute. Dans le fond, Flirt Kombucha, on est producteur, concepteur de boissons gazeuses santé. La définition de boisson gazeuse santé qu'on attribue, dans le fond, c'est une boisson qui va avoir beaucoup moins de sucre que les sodas traditionnels, mais aussi qui a des bénéfices. Fait qu'on parle de probiotiques, on parle de vitamines, on parle de bons acides, notamment le kombucha va être bon pour la digestion. On est aussi, plus que ça, on est une compagnie qui fait de l'économie circulaire, comme on l'a mentionné. Fait que dans le fond, le but de ça, nous, c'est qu'on a approché des institutions pour récupérer les fruits qui sont invendus. J'aime bien donner l'exemple de 10 citrons qui sont devant vous. Il y en a un qui est pas beau, puis il y en a 9 qui sont beaux.
mais il n'y a aucun client qui va passer dans une épicerie qui va prendre un qui est pas beau. Ça, habituellement, ça s'en va à la poubelle. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère ces fruits-là, on les transforme, puis on crée des produits à partir de ça. Et concrètement, vous faites affaire avec qui dans la région pour pouvoir créer votre produit? À la base, quand on a commencé, là, c'est avec IGA, justement. IGA, la famille Charles, notamment, qui sont IGA Kentley, Chelsea, et puis Sourgrebert, qui ont été absolument fabuleux dans toute cette histoire-là. Bien, on parle d'IGA. Je vais prendre l'occasion pour parler à Pierre Lucier, qui est à la fois directeur du Jour de la Terre Canada, mais aussi directeur du Fonds Éco-IGA. C'est quoi, ça, le Fonds Éco-IGA? Bien, le Fonds Éco-IGA, ça a été fondé par les marchands IGA. C'est géré par le Jour de la Terre. C'est un fonds d'1 million de dollars par année. Donc, on est rendu à la 12e année. Et c'est un fonds qui vise à diminuer l'impact des IGA et de leurs clients sur l'environnement. Entre autres, vous avez transformé des camions en camions électriques aussi. Ça, c'est une des choses que vous vouliez faire là, pour vous assurer d'être plus écologique. Dans le fond, le fonds, majoritairement, le fonds, on donne la grande partie du fonds, on l'attribue à des articles écologiques, donc de la distribution à coût réduit d'articles écologiques. On a distribué plus de 120 000 barils récupérateurs d'eau de pluie, des composteurs. Maintenant, on distribue des kits de réduction plastique. Et on fait des ateliers sur le gaspillage alimentaire. On accompagne, on certifie les magasins IGA. Et donc, à l'intérieur de la certification, il y a le don alimentaire qui est inclus, d'où le lien ici. Puis effectivement, l'autre point, donc on est beaucoup en gestion de matières résiduelles et aussi en transport, en électrification des transports. Et on a fait pour le 10e anniversaire les 4 premiers camions réfrigérés, zéro émission, 100% électriques au Canada. C'est intéressant, mais bravo. Jonathan Lefebvre, tu es président d'une jeune entreprise qui s'appelle Our Rides Canada. Oui. Vous avez des embarcations. Et peut-être m'expliquer qu'est-ce que vous faites, en quoi est-ce que c'est l'économie circulaire, ce que vous faites chez Our Rides? Oui, donc dans le fond, nous, on a créé une plateforme web pour vraiment faciliter la location entre particuliers des bateaux, des vélos, des VR, des VTT. Alors, tout ce qu'il y a pour avoir du fun et récréatif, notre plateforme va permettre de le louer d'une personne locale super facilement, au lieu de justement aller au magasin puis s'en racheter un nous-mêmes, puis que finalement, il y aurait des grosses chances qu'ils traînent dans le garage ou qu'ils traînent dans le cabanon en accumulant la poussière. Alors, c'est vraiment de réduire l'utilisation en ayant un accès plus facile à des balades des gens autour de nous. OK, mais moi, pour vrai, concrètement, j'ai une chaloupe que je n'utilise pas vraiment souvent, être au quai, au chalet. Dans les faits, qu'est-ce que je peux faire pour l'offrir à des gens avec ton entreprise? Alors, vous inscrivez comme propriétaire sur notre plateforme, vous mettez votre chaloupe, vous créez votre annonce. Vous pouvez créer le prix. Alors, c'est vous qui décidez vraiment du revenu que vous voulez. Si jamais vous voulez vraiment le louer à plein de gens, on fait un bon prix. Puis c'est sûr qu'au début, quand vous avez acheté votre chaloupe, vous n'avez pas pensé à faire du revenu avec ça. Fait que c'est déjà payé. C'est déjà payé. Alors, c'est ça qui est le fun. Les gens vont venir se déplacer à vous, ils vont venir le chercher, ils vont venir faire leur activité récréative, puis ils vont venir vous le reporter. On offre, dans le fond, la bêta en premier qui va être lancée là, au début 2020. C'est vraiment intéressant. Maintenant, je veux parler à Charles Besnéard-Leduc, donc surintendant à la centrale thermique, ici à Gatineau. Peut-être me faire un petit survol de ce que vous faites. Donc, moi, je suis surintendant de la centrale thermique chez Produits Voraciers Résolu, Gatineau. Produits Voraciers Résolu, c'est une industrie qui œuvre dans l'industrie des pâtes et papiers, principalement. C'est plus de 40 installations qui vendent les produits commercialisés dans 70 pays. Donc, c'est une très grosse compagnie. Principalement, à l'usine de Gatineau, c'est une usine de papier journal. Donc, on fabrique 550 tonnes de papier journal par jour, mais c'est aussi une usine où on produit de l'électricité. Donc, via la combustion du bois, on est en mesure de faire de la vapeur et de produire de l'électricité, soit l'équivalent là, de 15 MWh, ce qui est l'équivalent en consommation d'électricité, une ville de 65 000 habitants en électricité. Donc, c'est le portrait de l'usine. Moi, mon concern, mon rôle et responsabilité au sein de l'usine, c'est de m'occuper de la gestion et de l'administration du côté de la centrale, donc tout ce qui est combustion, tout ce qui est rejet de production en lien avec la fabrication du papier journal, entre autres.
Ah, c'est vraiment intéressant. J'ai envie de prendre une seconde pour vous demander, mais d'où est venue l'idée à la base de ce projet-là? Si je commence avec Alexis chez Flirt, comment est venue l'idée de non seulement faire du kombucha, des boissons, mais d'aller approcher les gens comme IGA? À la base, j'ai aidé un ami à monter un menu pour un restaurant santé dans la région de Gatineau. Puis, pour accompagner le menu, on voulait une boisson qui était santé également. C'est là qu'on a connu le kombucha. Puis, moi, j'ai vu un énorme potentiel dans le marché du kombucha. C'est pour ça que je me suis lancé en affaires. Avec mon beau-frère, mon meilleur ami, on s'est lancé en affaires, dans le fond. À partir de là, on a vraiment produit pour la région de l'Outaouais. Tout roulait quand même assez bien. On a frappé un mur, par contre, quand on a voulu sortir de la région, on se différenciait pas. On perdait notre facteur le plus important, qui était le facteur local. Fait qu'on s'est rassis, on est retourné à la base, puis on s'est rendu compte qu'on voulait vraiment mettre l'entrepreneur qu'on était dans la compagnie, le transposer dans la compagnie. Puis nos familles, nos amis et nous-mêmes, on aime bien prendre nos décisions de manière éco-responsable. Fait que ça, c'était la première étape. On s'est rendu compte qu'on voulait prendre un virage vert. Puis c'est un matin, en fait, en lisant Radio-Canada, un article sur le gaspillage alimentaire. Un petit fun fact de même, là, il y a le tiers des produits alimentaires qui sont produits sur la planète pour les humains qui s'en vont aux poubelles. Si on amène ça au Canada, c'est 40 %. Puis de ce 40 % là, il y en a 37 qui se rendent même pas aux étalages. Fait que là, on a vu qu'il y avait un gros problème puis qu'il y avait surtout quelque chose à faire. Fait que j'ai mis mes culottes, puis j'ai trouvé la personne qui avait le plus de IGA dans la région, puis je l'ai appelé, je lui ai dit « je veux prendre rendez-vous avec toi ». Même pas 20 minutes après avoir commencé le meeting, il disait oui. Puis on savait même pas ce qu'on faisait, là. On n'avait même pas une idée. Puis il disait oui. On est descendu en bas, on est allé voir le gérant des fruits et légumes, on est allé voir le commis. On a commencé à peaufiner ça, puis finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a établi un réseau de bacs, dans le fond, avec des listes de fruits qu'on récupère. Puis eux, une fois que le fruit est moins intéressant, comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt, il y en a qui sont pas beaux, qui vont être jetés, mais qui sont encore bons. Ils mettent ça dans nos bacs. Nous, on récupère ça, on transforme ça, on crée des produits. Là, en ce moment, c'est le kombucha. On a une vision beaucoup plus grande maintenant. On a 2 autres produits qui sont déjà en train d'être développés dans le domaine des boissons gazeuses santé qu'on aimerait sortir d'ici l'année. On s'est rendu compte que ce qu'on voulait vraiment faire, c'était plus nécessairement juste la boisson gazeuse, mais créer une entreprise dont le fondement est l'économie circulaire. Puis là, après ça, les boissons gazeuses, c'est la première étape. On peut faire des confitures, on peut faire des fonds, il y a tellement de choses qu'on peut faire à partir de ce principe-là. Puis ce qu'on veut, c'est pousser ça encore plus loin, en fait. Parce que l'économie circulaire, oui, on prend un produit qui est en fin de vie, on lui redonne une vie, on remet ça dans l'économie. Mais tant qu'à remettre dans l'économie, on aimerait ça donner à l'économie, donner à la communauté. C'est pourquoi, une fois qu'on va avoir stabilisé un peu notre production, parce qu'on est juste en croissance en ce moment, le but, ça serait vraiment de donner principalement aux banques alimentaires. Fait qu'on prend ce qui est censé être jeté, puis finalement, on va le donner aux gens qui en ont le plus besoin. C'est ça, c'est pour ça qu'on fait ça. Ah, c'est intéressant. Charles, je suis vraiment curieuse parce que votre système me semble excessivement complexe. Comment est-ce que vous êtes arrivé à dire, non seulement on a ce défi-là au niveau des pâtes et papiers, au niveau des ressources forestières, mais en plus, on va créer de l'électricité. Comment c'est arrivé, ça? Mais en fait, à la base, l'industrie des pâtes et papiers, c'est un domaine qui est très compétitif. Donc, ça faisait déjà un certain temps qu'on essayait de voir comment on pouvait réduire nos coûts de rejet de production, parce que tant pour la fabrication de la pâte, qui sert à la fabrication de papier journal, on a des rejets de boue. Pour la combustion de bois, on a aussi des rejets qui se trouvent être des cendres. Donc, c'est différents rejets qu'on a à l'usine, qu'on doit disposer. Et ces coûts sont très importants quand même. Si on parle de tonnage, c'est des volumes assez imposants. Donc, on essaie de trouver des alternatives pour pouvoir essayer de revaloriser ces rejets de production qu'on a à l'usine. Puis, assez comique, justement, Jennifer, qui est ici, qui est à côté de moi, s'est mise à discuter avec Caroline Morissette, qui est notre directrice environnement chez Résolu. Puis, au fur et à mesure qu'on a commencé à discuter, ils nous ont fait voir qu'il y avait des alternatives, des possibilités qui s'offraient à nous pour pouvoir revaloriser justement ces rejets de production
quand on disait nos déchets tantôt, nos déchets à nous peut être une source de matières premières pour d'autres industries. Donc, ça a vraiment commencé comme ça. Donc, tranquillement, pas vite, on s'est assis, on a regardé les possibilités qui pouvaient s'offrir à nous. Puis, jusqu'à présent, ça va très bien. On est sur le point de concrétiser un de ces projets-là. Donc, une belle réussite pour l'usine de Gatineau. Ah, c'est intéressant. Et justement, Jennifer, il y a des gens, des entreprises, des organismes qui doivent se débarrasser de matière et ça coûte une fortune. Donc, des fois, est-ce qu'une entreprise, dans la genèse d'une nouvelle entreprise peut venir du problème d'une autre, puis ils vont vous consulter? Comment ça peut fonctionner? J'espère bien. Ouais. Mais déjà, quand vous dites venir nous consulter, on a mentionné que l'économie circulaire, et je crois que ça a émergé à travers les témoignages, c'est pas quelque chose qui se fait tout seul. Non, c'est ça. Si c'est résidus des uns, matière première pour les autres, si c'est les résidus de fruits du IGA qui devient votre matière première pour votre produit, bien, il y a comme plusieurs liens qui se tissent entre des fournisseurs, des générateurs et des preneurs. Et de la même façon, moi, de l'économie circulaire, je fais pas ça toute seule à la maison. Hein. Je fais ça dans un centre de transfert technologique, et c'est le Centre de transfert technologique en écologie industrielle, qui est un CCTT, où je fais de l'économie circulaire dans l'axe qui est de la symbiose industrielle. Et à travers ces activités-là, on est situé à Sorel-Tracy, oui, il y a des entreprises qui nous approchent sur deux volets, notamment sur l'économie circulaire. D'une part, des entreprises pour qui la disposition des résidus coûte de plus en plus cher. C'est ça. Pourquoi ça coûte de plus en plus cher? Parce qu'on a des politiques nationales qui vont limiter l'élimination de certaines matières, limiter l'enfouissement ou l'incinération. Mais on a aussi des entreprises qui, dans leurs approvisionnements, ça devient de plus en plus cher, des matériaux stratégiques, instabilité politique, etc. Fait qu'on a des deux côtés, soit en disposition ou en approvisionnement, des entreprises qui doivent dealer avec ces enjeux-là. Puis l'économie circulaire peut répondre à ces enjeux-là parce que ça crée des liens de proximité entre des entreprises qui peuvent se lier les unes aux autres en combinant ce qu'on peut dire leur métabolisme industriel. Et là, ça fait des relations qui sont win-win. Parce que c'est ça, c'est très intéressant. Donc, dans un monde de compétitivité, mais là, tout d'un coup, on travaille ensemble entre entreprises. C'est quand même c'est super intéressant. Ça rend les entreprises concrètement plus compétitives parce qu'elles ne sont plus, elles sont plus autonomes par rapport à des approvisionnements neufs. Elles créent des relations d'affaires plus résilientes avec leurs partenaires locaux, mais aussi c'est une façon de commercialiser de l'unique, puisque les fruits viennent du IGA d'ici, ils ne viennent pas d'ailleurs. Alors, de la même façon que Bécomo travaille sur une bière faite à partir de carapaces de crabe, il y a qu'à Bécomo qu'on peut faire ça. Donc, comme ça, pour eux, c'est une façon de se démarquer. Ils ont utilisé un déchet local pour en faire une matière première dans un produit qu'on retrouvera nulle part ailleurs. Donc, dans des initiatives d'économie circulaire, on a des produits qui sont issus, qui portent la trace du territoire. Mais Pierre-Lucie, moi, je suis quand même intéressante. On parle de genèse. Vous portez 2 chapeaux. Je ne sais pas comment vous avez fait que vous êtes retrouvé à non seulement être directeur du Jour de la Terre, mais aussi du Front Éco-IGA. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Est-ce qu'il y a... Bien, le Jour de la Terre est venu avant le Fonds Éco-IGA. Donc, c'est dans les fonctions de directeur du Jour de la Terre que j'ai rencontré IGA. Mais la genèse, disons, du fonds, parce que c'était... au début, c'est... Je ne sais pas si les gens se souviennent, là, mais au IGA, on avait un rabais de 5 sous si on amenait notre sac réutilisable, donc il y a 12 ans. Là. Donc, ah oui, déjà quand même. De 12 ans, donc on avait instauré une ristourne de si tu amenais ton sac réutilisable de 5 sous. La gestion de la ristourne du sac était compliquée. Il y avait des gens qui arrivaient à la caisse, ils se rendaient compte qu'ils n'avaient pas leur sac. Ils laissaient leur commande là, puis ils partaient chercher leur sac dans leur magasin pour avoir leurs 10 sous de rabais. Et là, ils ont fait l'évaluation de dire, bon, mais combien on donne en ristourne? C'était un fonds, ils ont fait un sondage, ils ont dit, bon, mais si on le remet à une organisation pour créer des actions positives sur l'environnement. C'est comme ça que c'est parti. Après ça, il y a eu Toronto qui a décidé de charger le 5 sous. C'est ça. Là, certains distributeurs alimentaires donc, ont décidé de, dans le fond, à travers le Canada, de charger le sac à 5 sous. Et là, ben, ils ont pris une portion, et c'est venu, donc, on est parti de la notion sac du Fonds Éco-IGA. Là, on est dans une
c'est chacun des marchands. Le fonds est composé de 270 marchands qui versent une partie. Donc, c'est pas Sobeys, c'est l'ensemble des marchands indépendants. Ils sont très majoritairement indépendants, les marchands au Québec. Donc, les marchands IGA qui contribuent au fonds. Et c'est comme ça que c'est parti. Le jour de la Terre, c'est parti. Premier jour de la Terre, 22 avril 1970. Rachel Carson, Silent Spring, la première Earth Rising, la photo d'Earth Rising, donc la première photo complète de la Terre. Il y a une genèse, là. Il y a même un activiste qui demandait, qui a mis des boutons en 1968, qui avait envoyé et à la CIA et au Politburo pour savoir comment ça se fait qu'il n'y avait pas la première photo de la Terre n'était pas parue encore parce que Buckminster Fuller avait trouvé une manière de, même si on n'était pas capable de se reculer, on avait des satellites qui faisaient le tour, donc on était capable de coller les photos de la Terre et d'avoir toute une photo. Puis là, il disait, pourquoi vous ne voulez pas que cette photo-là paraisse? Donc, ça n'a jamais paru, cette photo-là, parce qu'on a eu la photo d'Apollo 8 ou 11 qui a eu, donc on dit Earth Rising, qui était le 25 décembre 1969, donc il y a eu 50 ans, la première photo complète de la Terre. Et c'est à cette séquence-là, il y a un déversement dans la baie de San Francisco, un déversement de pétrole dans la baie de San Francisco, et c'est à suite de ça qu'il y a le premier jour de la Terre en 1970, le 22 avril. Et donc, vous avez fait vos calculs, c'est le 50e anniversaire qui arrive le 22 avril prochain. Et vous préparer quelque chose? On peut savoir quelque chose en primeur ou pas? Le prochain jour de la Terre, c'est ça qu'on pourrait Ah, OK, c'est bon. Jonathan, pour Our Rides, tu voyais des embarcations en Outaouais qui n'étaient pas utilisées, un peu comme la mienne, j'ai pas le temps de faire les tours de chaloupe. Donc, puis c'est comme ça un peu que c'est devenu, que l'idée t'est venue pour ton entreprise? Exactement. Donc, directement dans les rues, la rue Jacques-Cartier à Gatineau, j'étais tout le temps là avec des amis en train de se promener quand ils ont tout refait la rue. Puis on avait une certaine jalousie là, en voyant tous les beaux bateaux passer. Fait qu'on a commencé à regarder sur Kijiji pour l'achat d'un bateau. Puis c'est là qu'on a réalisé, on n'a même pas d'espace pour l'entreposer. Puis là, on voyait beaucoup de coûts s'accumuler. Puis en même temps, on voyait les mêmes bateaux accostés dans chacune des marinas. Fait qu'on s'est dit, Puis en étant fan d'Airbnb, depuis que ça partit, j'ai vraiment vu le lien vite fait. Puis je suis comme, le Airbnb du bateau, peut-être ça pourrait être une idée. Puis de là, on a réalisé que chacun des différents types de balades récréatives, que ce soit un VR ou que ce soit juste un vélo, sont sous-utilisés par les propriétaires. Alors, on a vraiment pensé, OK, on va mettre tout ce qu'il y a de récréatif, tout ce qu'il y a pour avoir du fun, on va le mettre dans la même plateforme. Puis c'est là d'où est venue l'idée de Our Rides. Donc, c'est vraiment en le voyant de nos propres yeux, on a fait le lien direct. Je suis curieuse de savoir, dans vos différents organismes et entreprises, c'est quoi les indicateurs de résultats? C'est quoi un succès? Que ce soit en termes de réduction de déchets, de quantité qui est détournée, mais aussi des économies qui sont réalisées. Je vais commencer, Charles, chez Résolu. En quoi c'est un succès ou c'est positif de faire ça pour vous? Bien, pour l'usine de Gatineau, on peut le voir en deux volets. Donc, le côté de la fabrication de la pâte du papier journal, on parle d'un rejet de 8000 tonnes de boue annuel, donc qui contient de la fibre de copeaux de bois, qui est un dossier qu'on travaille présentement avec le Credo pour justement redonner un second souffle à ce rejet de production-là. Donc, c'est quand même 8000 tonnes, c'est considérable. C'est des matières qui pourraient avoir des parties prenantes. De l'autre côté, au niveau de la combustion, on a parlé tantôt qu'on brûlait du bois. L'usine de Gatineau, pour ceux qui ne le savent pas, brûle pratiquement 20% de tous les matériaux de construction du Québec, ici même à Gatineau. Donc, ce n'est pas peu dire. Donc, en brûlant autant de bois, on génère beaucoup de cendres. On génère l'équivalent de 12 000 tonnes de cendres par année. Et ça, ce dossier-là, avec le Credo, ces cendres vont être revalorisées sous peu. On est en train de travailler avec le Credo sur un projet permettant aux cendres, plutôt que de les disposer, revaloriser, donc donner un second souffle à ces 12 000 tonnes de cendres qui peuvent être utilisées à différentes sauces, tant au niveau de... Ça peut être pour faire de l'asphalte, ça peut être pour enfouir des matériaux de produits chimiques. Il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent, alors qu'on ne savait même pas les possibilités qui s'offraient à nous il y a à peine 18 mois de ça. Donc, on brûle également des pneus. Credo nous aide à trouver des combustibles alternatifs pour réduire justement notre empreinte carbone. Donc, c'est les genres de choses qu'on travaille également en collaboration là, avec le Credo.
Alexis, chez Flirt, j'imagine que si vous aviez à acheter vos fruits, vos légumes, ce serait probablement pas rentable. Je sais pas en quoi, vous, un résultat ou un succès, comment est-ce que vous pouvez le mesurer chez Flirt? La première des choses qu'on a faites quand on a su qu'on allait recevoir des fruits, c'est on était contents. J'imagine, oui. Ça coûte moins cher. Mais après ça, après avoir fait les calculs, on s'est rendu compte que dans le fond, d'aller prendre le fruit, d'aller le chercher au magasin, de le transformer, il faut que tu payes quelqu'un pour ça. Ouais. Après ça, tu le gardes. Overall, ça coûte pas mal la même chose que d'acheter des produits qui sont déjà transformés. Admettons notre kombucha à la framboise, on prend du jus de framboise, on prend du jus de citron. Vous avez coûté la même chose. Par contre, on a le facteur qu'on utilise des fruits frais, non transformés, qui rentrent là-dedans, puis ça, c'est absolument incroyable. Un autre facteur qu'on s'est rendu compte qui est absolument fabuleux, là, j'aime bien donner l'exemple, en un mois et 10 jours pour être exact, qu'on a récupéré 150 kilos de fraises en une épicerie. 150 kilos de fraises sur 200, parce qu'on en a acheté 50, parce qu'ils étaient plus bonnes. On a récupéré 150 kilos, ça c'est environ 15 000 bouteilles, puis c'est une seule épicerie dans le temps des fraises. On se rend compte qu'il y a vraiment un potentiel là-dedans qui est absolument incroyable, puis qu'on peut vraiment faire de quoi pour avoir un impact. Mais justement, moi, je veux aussi entendre parler peut-être des obstacles, des moments où ça a été plus difficile. Je ne sais pas, pour Pierre Lucier, est-ce que ça a été difficile de convaincre non seulement le consommateur avec le 5 sous ou bien les marchands de se rassembler? Est-ce que les choses ça coulait de source? Bien, nous, on est habitués. Le modèle du jour de la Terre, on a des grands partenaires, puis on se complique la vie. Fait que pour nous, c'est simplifier la vie des citoyens, des consommateurs. Fait que je te dirais, c'est notre problème que ça soit compliqué pour rendre la vie simple aux gens. Je te dirais, là, après ça, c'est le scaling qui est... c'est quand même beaucoup de sous. C'est un territoire énorme. Donc, c'est toujours... c'est ça, c'est l'administratif là-dedans. Parce que l'idée est assez simple. Les gens adorent beaucoup. On a beaucoup d'adhésion à tous les programmes qu'on fait, tout partout, dans toutes les sphères des activités qu'on fait avec dans le fonds Éco-IGA. Mais l'administration est un grand défi. Mais on a parlé justement de tout ce qui est administratif. J'imagine que chez Our Rides aussi, il y a des assurances, il y a des gens à gérer, il y a des plateformes. C'est quoi les défis auxquels vous faites face, vous autres? Donc, c'est sûr que travaillant dans une plateforme en particulier, on n'a pas de bon exemple à suivre. C'est sûr qu'il y a certains exemples. C'est un petit peu plus compliqué. Fait que c'est sûr que de A à Z, il a fallu vraiment tout faire nos propres recherches, que ce soit au niveau fiscal, que ce soit au niveau légal, de vraiment le faire comme il faut, pour qu'on soit dans les règlements. Parce qu'on a vu beaucoup Airbnb passer dans les headlines. Puis c'est sûr que comme nous, on respecte les lois québécoises, on vient d'ici, alors on les fait conformes. Alors, c'est vraiment beaucoup de recherches à faire sur tous les différents niveaux de l'entreprise. C'est sûr qu'en ce moment, je n'ai pas de résultats à parler parce que notre entreprise n'a pas été lancée, mais ça va s'en venir dans bientôt. On a eu certains petits problèmes qui ont fait qu'on n'a pas lancé cet été. Donc, c'est des problèmes un petit peu hors de notre contrôle, mais un de nos composants de la plateforme, dans le fond, il manquait une licence. Donc, finalement, à la fin du compte, cet été, on a manqué le bon moment de le faire, mais finalement, c'est ça s'en vient. Quelques trucs aussi comme, on va dire, choisir le bon développeur. Donc, vraiment, pendant une année complète, on avait un développeur choisi. Puis finalement, à la dernière minute, quand on lui a dit « Allez-y, on le fait », finalement, il a dit « Oh, j'ai pas les compétences pour le faire. » Finalement, vraiment, choisir les bons composants, choisir les bons développeurs, ça prend du temps. Puis finalement, on a tombé sur une bonne agence à Montréal. Fait que ça s'en vient. Tout est prêt, sauf un petit dernier composant. Alors, on a très hâte. Un bon projet, il faut prendre le temps. Oui, c'est exactement. Normal. Mais Jennifer, des fois, il y a des gens qui vous consultent. Quel genre de défi, généralement, là, en termes d'économie circulaire pour une entreprise, quel genre de défi auquel on fait face? Les
principaux défis. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'avoir sur ce panel ce que j'appelle des entrepreneurs entreprenants, c'est-à-dire de façon intuitive ou parce que vous avez le sens des affaires, vous avez mis en place ce que nous, on appelle des stratégies de la circularité. Donc, réduction à la source, éco-conception, consommation responsable, optimisation des procédés, recyclage, compostage, maintenance, réparation, bref, toutes les stratégies qui permettent d'allonger le cycle de vie des produits dans le marché. Vous n'êtes pas nécessairement la majorité. Donc, le principal défi, c'est comment on va accélérer cette transition-là de l'économie linéaire vers l'économie circulaire. Et pour ça, pour relever ce défi-là, nous, ce quoi on a pensé, ce qu'on a développé, c'est une communauté de pratique dont certains membres sont dans l'assistance, qui est Synergie Québec. Et Synergie Québec, bonjour. Synergie Québec, qu'est-ce que c'est? Ce sont des animateurs, ce sont des personnes, ce sont des humains, des experts qui vont jouer les marieurs. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller chercher ce qui a de la valeur, la donnée, l'information. Ils vont aller scruter sur le territoire où sont les ressources perdues. Sont où les fruits moches? Ils sont où les entrepreneurs qui ont besoin de sucre? Ils sont où les besoins en cendres, les résidus de bois? Et une fois qu'ils ont cette information-là, ils vont créer des matchs, des synergies. Et ils vont accompagner les entreprises complémentaires dans la concrétisation de ces synergies-là qui vont mener à des produits, à des nouveaux services qui, eux, seront issus de l'économie circulaire. Alors, dans la communauté Synergie Québec, c'est 22 groupes, 22 projets de symbiose industrielle et d'économie circulaire de Bécomo jusqu'à l'Outaouais, qui mettent en œuvre ces stratégies-là et qui accompagnent concrètement les entreprises dans la transition et qui sont disponibles pour les entreprises pour mettre en place ce que vous avez fait de façon intuitive. Oui, parce que c'est pas toujours évident de dire j'ai besoin d'un fruit, je vais aller voir un IGA. Je veux dire, il y a des gens, on a notre expertise dans notre entreprise, mais on ne sait pas nécessairement c'est quoi la prochaine entreprise qu'on peut faire avec nos déchets. Je m'excuse, je l'ai encore dit, mais c'est ça, pareil. C'est un travail, c'est un process. C'est un processus. Et vous avez parlé de défis. Et un des défis, c'est de convaincre. Et pour convaincre, il n'y a rien de mieux que des chiffres. Alors, ce qu'on a fait en tant que centre de recherche, c'est qu'on a pris la communauté Synergie Québec, qui est notre laboratoire vivant, et on a sondé 13 de ces projets de symbiose-là et on a analysé 420 synergies qui avaient été réalisées depuis le début de la communauté Synergie Québec. Vous me permettez de partager les chiffres? S'il vous plaît. Tombez pas de votre chaise, là. Alors, on parle de 420 synergies, donc 420 échanges, création de business. On parle de 17 800 tonnes de matières résiduelles détournées de l'élimination, de 4,3 milliards de dollars d'économie et de 9 200 tonnes de réduction de gaz à effet de serre. Et tout ça mesuré avec une méthodologie qu'on a développée rigoureuse, solide et tout ça. Alors, tout ça, c'est disponible dans le dernier numéro de Vecteur Environnement. Et ça convainc les entreprises parce qu'on a des chiffres pour leur montrer que comme tu as mentionné, mettre en place les stratégies de la circularité, ça les rend plus compétitives, plus rentables et plus pérennes. Ah, merci, Jennifer. Ben, OK, dépose pas ton micro. La prochaine question, moi, je veux demander aux gens s'ils ont un conseil à donner à des jeunes entrepreneurs qui veulent, eux aussi, faire partie de l'économie circulaire. Jennifer, un conseil à donner pendant que tu as encore la parole. Le conseil, c'est d'abord un changement de perception, donc ouvrir les portes de la perception. Si on part sur le principe que le déchet n'existe pas et qu'on observe en tant qu'entrepreneur son conteneur, on se souvient que ce qu'il y a dedans, ce pourquoi on paye pour s'en débarrasser à grands frais, il n'y a pas si longtemps, c'était une matière première qu'on a achetée, mais qu'on a processée, qu'on a coupée, qu'on a tranchée. Alors, de garder ça à l'esprit et de changer sa perception sur qu'est-ce qui est un contaminant et comment je vais le transformer finalement en revenu. Merci. Charles, un petit conseil? Un peu dans le même ordre d'idée, je dirais d'être ouvert. C'est pas parce que, si je prends l'exemple de l'industrie,
C'est pas parce qu'on a des rejets qu'on doit nécessairement en disposer. Donc, il y a des avenues, il y a des alternatives. Donc, poser des questions, être ouvert, avoir les bonnes personnes contact. Je pense que le Credo, c'est TTI aussi. C'est des bons exemples, des bonnes ressources qui peuvent épauler l'industrie. Donc, d'être à l'écoute. Il n'y a aucun avantage à ne pas adhérer, à ne pas emboîter le pas. Tant au niveau économique qu'au niveau empreinte environnementale, tout le monde est gagnant de donner une deuxième vie là, à la matière, tant qu'elle soit considérée déchet ou pas. Merci. Alexis, un petit conseil? Je pense que rendu aujourd'hui, c'est plus vraiment un choix, mais plus la chose à faire. Dans un futur pas si lointain, dans le fond, je pense qu'il y a pas mal d'entreprises qui vont prendre ce virage-là, puis celles qui vont pas le faire, vont se retrouver à l'arrière du lot. Puis on est rendu là, je pense. C'est vraiment là. Jonathan, chez Aride, vous avez fait preuve de patience, on s'entend, mais à part de ça, ou bien à la lumière de ce que vous avez vécu, qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune entrepreneur qui veut se partir? Moi, je dirais que si jamais vous avez une idée comme que moi j'ai eu en regardant sur la rue Jacques-Cartier, attendez pas et faites-le vous-même. On a une belle communauté entrepreneuriale. Il y a des ressources pour aider, que ce soit des ressources dans l'économie circulaire qui vont pouvoir vous aider aussi, que ce soit des ressources pour des startups. Ça se fait. Si vous avez une bonne idée, faites-la. Puis si jamais vous avez des balades à la maison, vous pouvez rentrer vous-même dans l'économie circulaire en vous inscrivant sur notre plateforme arides.com. Pierre-Lucie, moi, je vais vous donner peut-être même le mot de la fin, peut-être une double question. Donc non seulement un conseil, mais j'ai envie de vous demander aussi un souhait pour l'avenir. Mais justement, j'ai le bon mot de la fin, mais là, je veux dire aussi, dans le fond, j'ai un conseil à donner à des entrepreneurs c'est la détermination. Donc, même when you're down, dans le fond, il y a toujours de la place. Il faut toujours... C'est le succès dans ces entreprises extrêmement difficiles. Donc, si vous vous occupez de développement durable, si vous travaillez en environnement, c'est sûr que vous ne cherchez pas la facilité. Et si vous n'avez pas cherché la facilité, vous allez vous retrouver dans des situations qui sont extrêmement pénibles, mais c'est votre faute et c'est à ce moment-là qu'on va faire la différence entre ceux qui sont capables de se relever. Donc, de la persévérance et de ne pas avoir peur de se retrouver par terre, puis et surtout de demander de l'aide à ce moment-là. Les gens aiment ça, aider les gens, donc il faut en profiter. Je voudrais vous laisser sur ce mot. Connaissez-vous Normand Morris? Bon, bien, Normand Morris, moi, je l'ai connu, Normand. Et donc, lui, pour les gens qui ne le connaissent pas, il est à l'origine de la peinture boomerang, donc fleuron de l'économie circulaire québécoise. Et là, Normand, il disait, « C'est pas un déchet, c'est une ressource! » Voilà. C'est bien dit. Oui, Jennifer, faisons du pouce. Je peux faire du pouce? Tout à fait. Normand Morris a semé une graine de latex. Et c'est pas un jeu de mots. Non, c'est extraordinaire. Il a récupéré ces peintures-là, il les a recyclées, il a fait la boomerang et tout ça, ça s'est rentré dans le marché. Et ce qu'il n'avait pas pensé, c'est qu'au fond du pot de peinture, il y avait de la peinture séchée qui était des croûtes de peinture. Puis nous, au centre de recherche, on est tordus et on aime les défis. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de ces croûtes de peinture-là? Et on a travaillé sur le résidu du résidu des résidus et on a développé un produit avec ce qui avait finalement presque plus de valeur, les croûtes de peinture. Donc, on a pu développer un produit. Mais c'est quoi le produit? Le produit, c'est Claude, aide-moi, c'est un enduit mural pour le béton. Ah, wow! Donc, il n'y en a pas de résidus. Il n'y en a pas de poubelle. Bon, mais il n'y en a pas de déchets, mais juste, Merci. C'est magnifiquement dit. Merci à vous cinq. Vous sauvez pas parce qu'on se fait une petite période de questions. Donc, je vais approcher un micro dans la salle. Et puis, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Ma question, c'est un peu plus... je me souviens pas du prénom, mais pour vous. Moi-même? Oui, Jennifer. Vous avez parlé, dans le fond, de réduction des GES dans votre un peu comptabilité des résultats. Est-ce que vous pensez que ça serait peut-être une solution de promouvoir, dans le fond, l'économie circulaire comme un moyen de réduire les GES et
Et je ne sais pas si vous avez comptabilisé aussi les déplacements locaux au lieu des déplacements interprovinciaux. Non seulement c'est une bonne idée de le faire, mais on le fait en ce moment même. Donc oui, c'est certain que lorsqu'on a des initiatives d'économie circulaire et qu'on doit faire la démonstration que l'action a eu un impact, on va aller mesurer les gaz à effet de serre parce qu'on a développé une méthodologie qui permet de le faire. Si, dans un scénario initial, j'éliminais du polypropylène vierge dans un lieu d'enfouissement situé à 257 km à partir d'un camion qui roule au diesel et que je remplace ça par une synergie qui permet de récupérer ce plastique-là par un preneur qui est situé à 12 km, qui va l'utiliser pour tel type d'usage, bien, ça se mesure. OK. Bien, bravo. Merci, Julien. Merci. Quelqu'un d'autre veut venir poser une question? Ah, c'est très apprécié, merci. Parlez proche du micro, gênez-vous pas. Oui, alors Émilie du Kamouraska, au Bas-Saint-Laurent. La question est pour Monsieur Éco-IGA. Que diriez-vous de vous associer à une organisation qui couvre presque tout le Québec, qui s'appelle Synergie Québec, et qui a des gens sur beaucoup de territoires au Québec qui accompagnent notamment des épiceries, dont des IGA, et pour aller plus loin avec l'économie circulaire partout au Québec d'une manière très opérationnelle, avec aussi de la visibilité, parce que je suis certaine que ça vous plairait. T'as de la pression, là. Rien de moins, rien de moins. Ce que je dirais, c'est un bon pitch. En tout cas, c'est bien essayé. J'adore le Kamouraska. C'est ce que je vous répondrais. Mais écoutez, nous, notre porte est toujours ouverte. Est toujours ouverte. On est très intéressés à faire des partenariats en tout temps. Il y a des IGA de la Côte-Nord jusqu'à l'Outaouais. Donc, il y a matière à stratégie de circularité. Et le fond est même à l'île du Prince-Édouard aussi, là. Non, au Nouveau-Brunswick. Excusez-moi, au Nouveau-Brunswick. Bien, merci pour cette question. Je veux remercier le Credo d'avoir organisé ce panel sur l'économie circulaire. Merci à nos invités Alexis Lavigne-McPhee, Charles Besnér-Leduc, Jonathan Lefebvre, Pierre Lucier et Jennifer Pina. Je m'appelle Marie-Hélène Frenette-Assad. Merci de votre attention et puis, longue vie à tous vos organismes et vos entreprises. Merci beaucoup. Merci.